Salut à tous, c'est RM, j'espère que vous allez pas m'en vouloir de continuer de baisser les stocks de consoles dispo sur le bon coin. Après ma carrière ratée dans l'ASMR, j'ai décidé de me recentrer sur ma spécialité, la réhabilitation de consoles ignorées. Seulement, vu que c'est plus le marketing ni ton entourage qui va réussir à te hyper sur ce genre d'antiquité, il faut se recréer soi-même les conditions d'une hype. Moi j'ai toujours joué à la PS3 sur mon modèle FAT, celui que j'ai chopé en 2008, mais faut reconnaître que sous ses attraits brillants très sexy, c'est quand même un gros tas encombrant, qui a un disque dur ridicule. Donc l'idée m'est venue de me procurer la version Slim, que je n'ai jamais possédée, avec bien plus de gigas pour stocker mes jeux des maths du PS Plus. Parce que, le saviez-vous, la PS3 c'était de la merde à ce niveau-là. Si t'avais 50 gigas de libre sur ta console, tu pouvais pas télécharger un jeu de 30 gigas. Non, et on t'expliquait même pas pourquoi, on te disait juste espace de stockage insuffisant. C'est qu'en fait, sur les consoles modernes, si tu télécharges un jeu, il s'installe direct sur ton disque dur, alors que sur PS3, tu télécharges d'abord le fichier d'installation, qui fait le poids du jeu, et ensuite seulement tu l'installes pour pouvoir le lancer. Et là, ça supprime le fichier d'installation original. Mais donc, il y a un moment sur ton disque dur où tu as à la fois le jeu à installer et à la fois le jeu installé. Donc pour télécharger un jeu, il faut le double du stockage. Combien de fois j'ai sorti ma calculatrice? Alors si j'installe Metal Gear Solid 4 au carré plus God of War Ascension, mais que je soustrais Yakuza 4 qui est déjà sur mon disque dur, je vous jure, faut avoir une licence en mathématiques si t'as moins de 100 Go sur ta PS3. D'où l'intérêt de se prendre une Slim pour la garantie d'avoir de la place. Et croyez-moi, racheter une console que t'as déjà, ça t'en fait une de sécurité si un jour l'une d'entre elles rend l'âme, mais ça réveille aussi une envie de se remettre à fond dans sa ludothèque. Et autant se faire plaisir tant que c'est pas cher. Bah oui, plein de gamers se plaignent que le rétro est devenu inabordable, que se lancer dans une collection Super Nintendo ou Neo Geo c'est devenu réservé aux bourgeois. Mais les gars, réveillez-vous! On dirait que c'est le fait que ça soit inaccessible qui vous attire. Il y a encore plein d'autres consoles qui peuvent vous procurer un plaisir rétro pour pas cher. Faut juste s'ouvrir un peu l'esprit et regarder ailleurs. Et pas attendre que ça coûte le triple pour pleurer. Donc n'attendez pas plus pour vous acheter des jeux PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One. C'est ce que j'achète le plus en ce moment. Il y en a plein les rayons dans toutes les boutiques d'occasion. En plus la PS3 c'est vraiment rétro. C'est une des toutes dernières consoles que tu peux encore brancher sur une télévision cathodique en RGB. Parfait pour jouer à la PS1 comme à l'époque. Parce que oui, toutes les PS3 sont rétro-compatibles PlayStation 1. Regardez mon Tekken 1 qui tourne parfaitement. Vous savez, quand la Saturn et la PS1 sont sortis, les jeux Mega Drive et Super Nintendo se revendaient une poignée de francs. Tout le monde s'en foutait. C'était pas désirable. Et combien de gens aujourd'hui regrettent d'avoir tout vendu juste pour se payer le dernier truc à la mode qui faisait des polygones. C'est pour ça qu'au-delà d'acheter des vieilleries, chérissez celles que vous avez déjà chez vous. Vous savez pas quand est-ce que vous aurez envie de vous y replonger. Moi c'est ce que je fais depuis l'an dernier, je rejoue à mes vieux jeux PS3 et j'en profite pour récupérer ceux que j'avais pas les moyens d'acheter quand j'étais ado. Et j'y joue sur quoi? Ben sur ma nouvelle PS3 Slim. Je vais vous raconter l'histoire de comment je me la suis procurée. Cette année, je commençais à prospecter sur eBay, Le Bon Coin et Vinted. Vu que ma PS3 Fat est déjà noire, je me suis dit que j'allais me prendre une blanche. La même logique que pour quand je cherchais une PSP Street, si vous vous en rappelez. Et exactement comme je vous le disais dans ma vidéo sur la PSP Street, ben les versions blanches sont plus chères, parce qu'il y en a moins. C'est la noire la plus répandue. Donc c'est plus simple de négocier chez un plus grand nombre de vendeurs. T'as plus de chances que l'un d'entre eux accepte de baisser son prix. Mais pour les PS3 blanches, il n'y en avait pas assez et elles étaient toujours au-dessus de mon budget. Donc j'ai une nouvelle fois commencé à me faire une raison, jusqu'au moment où je suis tombé sur une PS3 Slim grise en boîte à 100€. Et là j'ai eu une révélation. De quelle couleur était la PS3 lors de sa première présentation par Sony en 2005 avec sa manette Boomerang? Gris à faire. Enfin non, en vrai c'est argenté, mais dire gris ça va plus vite. D'ailleurs, on en parle de la manette Boomerang, les journalistes la trouvaient moche, alors Sony l'ont remplacée en vitesse par la vieille DualShock. Qu'est-ce que j'étais deg à l'époque? Le plaisir d'avoir une nouvelle console, ça passe aussi par la manette. Et celle-là, elle avait l'air trop marrante. Quel ennui de devoir payer 600€ pour se taper la même manette que sur PS1. Surtout que la DualShock 3, ça s'est révélé être l'un des plus gros défauts de la console sur le long terme. Les jeux étaient tellement plus confortables avec la manette Xbox 360, mais heureusement aujourd'hui on peut connecter une DualShock 4 à sa PS3 et même une DualSense. C'est fou quand on y pense, mais c'est pas parfait en termes de compatibilité. Ça marche en filaire ou alors par le menu périphérique Bluetooth pour du sans fil, mais dans les deux cas vous aurez ni de vibration ni de gyroscope. Ça passe encore, on s'y fait vite,
Mais il y a quelques jeux qui marchent qu'avec une DualShock 3. Gran Turismo 6 ou Sly Trilogy par exemple. Persona 5, il marche avec les manettes PS4 et PS5, mais les joysticks répondent pas très bien. Et puis, dans tous les cas, le bouton Home sur ces manettes ne répond pas sur PS3. Donc si tu veux quitter un jeu, soit t'éteins ta console avec le bouton, soit tu gardes une DualShock 3 sous la main pour revenir sur la Cross Media Bar. Donc c'est pas l'idéal en termes de confort, mais franchement parfois ça dépanne de pouvoir sortir sa manette PS4 dans un jeu qui utilise beaucoup les gâchettes. Et en vrai, pour jouer à des jeux PS3, je trouve la manette PS4 plus confortable que la manette PS5. Elle est un peu plus fine et plus légère, donc je trouve ça mieux, sachant que dans tous les cas, t'as pas de vibration ni de gâchette adaptative. Enfin, vous l'avez compris, si vous comptez jouer sur PS3, c'est bien de garder des DualShock 3, parce que parfois, malheureusement, elles sont irremplaçables. Donc j'étais ravi d'apprendre que la fameuse PS3 Slim grise que j'avais repérée était vendue avec 3 manettes officielles. Seulement voilà, il y a un hic, elles sont toutes vendues comme HS. Et c'est pour ça que le prix du lot était si bas, 100 € en boîte, on le rappelle. Ah, et aussi la vendeuse faisait pas d'envoi, fallait venir la chercher en banlieue parisienne. Alors je sais que la DualShock 3 c'est pas un modèle de solidité, mais quand même, je refuse de croire que la personne a 3 manettes grises officielles et aucune ne fonctionne. Mon pari, c'était que la famille n'avait qu'un seul câble mini USB pour recharger les manettes, et que c'est lui qui était HS. C'est un câble qui n'est plus du tout utilisé sur les appareils aujourd'hui, donc ça aurait pas été déconnant. J'essaie de négocier le prix, vu le soi-disant état des manettes, mais rien à faire, impossible de descendre en dessous de 100 €. Tant pis, je me suis avoué vaincu et je suis quand même allé la chercher. Je rentre chez moi, déjà très content de la machine. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo PS Vita, rien qu'en changeant de couleur, on a l'impression d'avoir une toute nouvelle console. Donc pas mal d'excitation au moment de la sortir de sa boîte. Je teste les manettes avec le câble fourni, effectivement rien ne se passe, puis j'essaye avec un câble à moi, et là... les manettes démarrent, enfin sauf une, mais bon c'est déjà pas mal, il m'en reste 2. Seulement sur l'une d'entre elles, la gomme du joystick a fondu, et sur l'autre, la gâchette s'enfonce mal, et en plus, in-game, certains boutons s'activent tout seuls. En fait, chaque manette avait au moins un problème. Je me suis posé, j'ai pris le temps de réfléchir, et j'ai trouvé une solution. Je suis pas très bricoleur, mais je me suis dit que si je démontais chaque manette, je pouvais récupérer le meilleur chez chacune d'elles. Donc j'ai lancé un tuto démontage sur YouTube, j'ai passé une soirée à faire des tests, échanger des pièces pour isoler chaque problème, et tout ce qui déconnait, je l'ai mis dans la même manette. Résultat, j'ai une manette qui marche vraiment, mais alors vraiment pas. La batterie, le joystick, la gâchette et le plastique rayé. Mais mes 2 manettes restantes, elles sont nickel. Elles marchent parfaitement. J'étais trop content, trop une bonne affaire. Et trop fier de moi, parce que je les avais réparées moi-même. Donc je les kiffe encore plus ces manettes aujourd'hui. Et en vrai, c'était à la portée de tout le monde, fallait juste un tournevis et un peu de motivation. Sinon, que dire sur la console en elle-même ? En noir, j'ai toujours trouvé son design un peu fade, surtout à côté de la FAT. En blanche, ça va mieux, mais tu risques de la salir. Et enfin, le gris, c'est le bon compromis. Power et Eject, c'est plus des boutons tactiles, c'est des vrais boutons, donc ça m'a l'air plus fiable pour les années à venir. Au niveau des câbles, c'est du HDMI et une alim normale, donc c'est hyper facile à installer dans mon setup. Je peux utiliser les mêmes câbles que pour ma Xbox Series X. Regardez-les côte à côte, main dans la main comme 2 copines. La PS3 Slim, c'est pas qu'une version plus fine de la console. C'est un rebranding complet de la marque et une stratégie repensée chez PlayStation. Après l'échec de la PS3 Fat, fallait faire comme si ça n'avait jamais existé, et le mieux c'était de repartir sur des bases plus saines. Changement de logo, c'est toujours le même 14 ans plus tard, et le hasard du calendrier a fait que c'est à partir de la sortie de la PS3 Slim fin 2009 que les grosses exclusivités marquantes vont commencer à arriver. Alors qu'avant ça, c'est encore la 360 qui dominait niveau exclu. De 2005 à 2009, la Xbox 360 était clairement la console à avoir, si on compte pas le ROD. Mais la PS3 Slim a inversé la tendance avec un prix plus attractif et un positionnement de PlayStation sur les gros jeux solo narratifs qui plaisent bien aux gamers. Tandis que dès 2010, Microsoft a misé toute sa com sur Kinect et les jeux multijoueurs. Donc jouer à la PS3 aujourd'hui, c'est voir les prémices d'une stratégie qui a continué de suivre Sony jusqu'à maintenant. C'était déjà l'ère de la HD, de ton compte PSN qui te suit partout pour retrouver une partie de ta bibliothèque de jeux ou tes trophées. Dans la façon dont ils se jouent, les jeux PS3 ont bien moins vieilli par rapport aux standards de contrôle d'aujourd'hui que des jeux PS2 par exemple. Alors c'est pas pour rien que les gros jeux que Sony a choisi de remaker sur sa PS5 ces dernières années, c'est justement des titres PS3. Un truc que j'avais zappé sur cette console, c'est qu'il y avait déjà la lecture à distance.
Et oui, le PlayStation Portal n'a rien inventé. Si je prends ma PS Vita chérie et que je la connecte à ma PS3, je peux accéder à mon menu avec une qualité dégueulasse et une latence énorme. En vrai, je sais pas à quoi ça sert. Tu peux même pas lancer de jeu, c'est seulement pour gérer tes fichiers et tes sauvegardes, je pense. Mais c'est fou qu'ils pensaient déjà à travailler cet aspect-là à l'époque. Et puis moi, je passe par ma Vita, mais en vrai, ça marchait même avec la PSP. La PS3, c'est encore une console fascinante en termes de fonctionnalité, ne serait-ce que pour voir tout ce qui a été amélioré par la suite. Mais le plus important, ça reste encore les jeux. Donc je vais vous raconter quelques anecdotes que j'ai eues étant enfant, mais avant ça, une page de pub. RM6. Tu en as marre de tes amis et tu cherches à rejoindre un nouveau cercle social? Viens sur le serveur Discord, les copains de RM. Tu y trouveras plein de gens plus ou moins intelligents avec qui parler de Wii U, de PS3, de N-Gage, de tout et même de rien. Alors n'attendez plus, car jusqu'au 21 octobre, pour un bonjour envoyé, un bienvenu offert. RM6. La première chose que j'ai faite avec ma nouvelle PS3, c'est d'aller voir ma bibliothèque de jeux sur le PSN, histoire de me rappeler ce que j'avais sur mon compte, et télécharger un maximum de jeux vu que maintenant j'ai plein de stockage. C'est qu'en ayant acheté ma première PS3 en 2008 et en ayant été abonné au PS Plus un paquet d'années, j'en ai accumulé des jeux vidéo. Et pourtant, le premier que je souhaite vous présenter, c'est pas un jeu offert, c'est un jeu que j'ai payé, et pas n'importe lequel. C'est le premier jeu que j'ai acheté sur ma PS3. Pain. Quand j'avais claqué mes 400€ d'argent de poche pour la console, j'avais plus rien pour les jeux, donc je passais mon temps sur des démos gratuites. Et quand j'ai enfin réussi à convaincre ma mère de mettre sa carte bleue sur ma console, je lui ai donné 8€ et je me suis pris un pain. Un Pain. Un jeu que j'avais découvert sur la chaîne de télé No Life, dans l'émission Chez Marcus. Vous vous rappelez de Marcus ? Il m'avait bien vendu le jeu. C'était une exclue PS3 et ça avait l'air trop fun. Avec une catapulte, on envoie un perso dans le décor et le but c'est de faire le plus de dégâts avec des réactions en chaîne. Très vite, j'ai trouvé ça beaucoup moins fun que ça en avait l'air. Il y avait qu'une seule map, pas grand chose à faire, et je commençais à m'y faire chier. Mais comme c'est le seul vrai jeu que j'avais, j'y jouais. Et donc je me faisais encore plus chier. C'est vraiment un cas de figure qui m'arriverait plus aujourd'hui. Si un jeu me saoule, j'en ai d'autres. Mais bon, à l'époque c'était comme ça. Donc j'essayais au moins de déverrouiller les trophées pour m'occuper. Oui, le concept de trophée, c'était tout nouveau pour moi. On n'en gagnait pas avec les démos. Et ça commençait à me démanger de voir écrit niveau 1 0% sur mon profil de joueur. Mais alors, les trophées dans Pain, ils font mal. Déverrouiller le moindre trophée bronze, c'est tellement une épreuve que j'ai galéré plusieurs jours. Alors quand j'ai vu ma première notif de trophée sur l'écran, c'était champagne. Enfin non, j'avais 14 ans donc c'était jus d'orange. Mais tout ça pour vous dire que c'est un moment qui m'a marqué. Un grand moment de gaming. Donc vous imaginez ma stupeur quand j'ai découvert d'autres jeux les mois suivants et j'ai vu qu'en fait ailleurs, les trophées, on les distribuait à l'appel rien qu'en avançant dans le jeu, même pas en essayant arbitrairement de les débloquer. Le deuxième jeu PS3 que je me suis acheté, toujours pour 8€, c'était la norme à l'époque, c'était Super Stardust HD, un jeu d'action arcade qui m'a occupé et amusé bien plus longtemps que Pain. Et enfin le troisième jeu des maths que j'ai acheté avant même d'avoir enfin assez de moyens pour m'acheter un jeu sur Blu-ray, c'était Wipeout HD. Lui il était plus cher, 18€ sur le PlayStation Store. Mais donc vous comprenez, pour moi l'attrait qu'avait un store en ligne en 2008, si je dépensais 70€ à Score Game pour un jeu PS3, j'avais qu'un jeu PS3. Alors que si je dépensais 70€ sur le store, je pouvais en avoir presque une dizaine si je voulais. Bien sûr, la production value était pas la même, mais moi je voulais juste avoir des jeux auxquels jouer sur ma nouvelle console. Ça a pris le temps, mais la PS3 a fini par en avoir un paquet de jeux. Et avec du recul, le rythme de sortie à cette époque, il était assez maboule. Par exemple, en 2007, côté Sony, il y a MotorStorm, Uncharted, Ratchet & Clank, et en l'espace de 2 ans, ces 3 grosses licences avaient déjà une suite. Avec MotorStorm Pacific Drift en 2008, Uncharted 2 en 2009, Ratchet & Clank A Crack in Time en 2009, et que dis-je, même en 2008, on a eu un nouveau Ratchet avec le petit épisode Quest for Booty. Les temps de développement se sont tellement allongés aujourd'hui. Imaginez si on transposait ça à la PlayStation 5. On aurait déjà eu 3 Ratchet, alors que Rift Apart est sorti il y a 2 ans et qui vient seulement d'arriver sur PC. Imaginez déjà avoir un Returnal 2, ou alors que le nouveau God of War ait déjà une date de sortie. C'est inenvisageable tout ça aujourd'hui. C'était des tueurs Sony à l'époque de la PS3. Enfin des tueurs, sauf quand il s'agissait de sécuriser leur PlayStation Network. Parce que pour rappel, en 2011, ils ont subi un piratage historique qui a poussé Sony à couper tous les serveurs pendant 1 mois.
Encore une fois, t'imagines aujourd'hui, à l'heure du tout connecté, si pendant un mois ta PS5 pouvait pas se connecter à internet. Moi je vous avoue, je jouais pas en ligne donc je m'en foutais. Le seul truc qui m'a ravi, c'est les 2 jeux gratos en dédommagement. Parmi une liste de 5 jeux, tu pouvais en choisir 2. Dead Nation, Infamous, Wipeout HD et son extension Fury, mais je l'avais déjà donc j'ai pris Ratchet & Clank Quest for Booty et Little Big Planet, l'ancêtre de Mario Maker. C'était pas mal, mais c'était quand même moins généreux que tous les jeux PS4 qu'ils ont offerts pendant le Covid. Pour rester sur les petits jeux des maths, un titre qui a fait son petit effet sur PS3, c'était Flower, par les mêmes développeurs que Journey. Tu contrôles des pétales de fleurs entièrement grâce au gyroscope de la Sixaxis, et tu ravives des petits coins de nature. C'était une belle vitrine de la PS3, graphiquement déjà, mais même en termes de jouabilité. Un truc pareil aurait pas pu sortir sur Xbox 360 parce que au joystick, ça aurait pas été les mêmes sensations. Quoique peut-être sur Kinect, j'imagine que ça aurait été chiant de devoir lever les bras constamment. Flower, c'était tellement rafraîchissant pour l'époque, un jeu où il n'y a pas besoin de tuer qui que ce soit. Pour moi, il a marqué un tournant concernant ce que pouvait aussi être un jeu vidéo, un titre sans violence, sans combat, qui procure pourtant un vrai plaisir manette en main avec sa sensation de vitesse et l'impression de s'envoler. Mais c'était aussi une façon de chiller et de méditer sur des visuels magnifiques. Toutes ces couleurs et ces brindilles qui bougent au vent, la musique qui accompagne à merveille ce voyage. J'ai conscience qu'aujourd'hui c'est moins étonnant, mais c'est justement parce que Flower a contribué à démocratiser ce style de jeu indé qui ose s'écarter de la tendance du marché. À l'époque, fallait vraiment oser sortir un jeu aussi original, et ça a cartonné, donc ensuite les développeurs That Game Company ont bossé sur Journey, qui a été encore plus acclamé. Et puisque décidément j'aime insister sur à quel point la PS3 a contribué à façonner le jeu vidéo moderne, pour terminer je vais mentionner un jeu que j'ai fini là tout récemment, Heavy Rain. Je l'avais essayé il y a une dizaine d'années et j'avais vraiment pas accroché parce que le début est trop chiant et fouiller tous les tiroirs pour avancer dans l'histoire, j'ai pas supporté. Là pour préparer cette vidéo, je lui ai redonné une chance et disons que c'est toujours pas excellent, mais c'est un titre très intéressant quand tu fais une rétrospective PS3. En vrai, avant Heavy Rain, des jeux AAA purement narratifs où il n'y a pas de combat, j'en vois pas. À une époque dominée par Call of Duty et où les licences phares des 2 gros constructeurs sont des cover shooters, Uncharted et Gears of War, ou des FPS, Killzone et Halo. Alors oui, un jeu indé comme Flower a contribué à ouvrir les esprits, mais dès qu'on parle de grosses productions, on revient sur du classique. C'est un jeu comme Heavy Rain à l'époque qui a soulevé plein de débats en ligne sur qu'est-ce qui est ou non un vrai jeu vidéo. S'il n'y a pas besoin de skill, est-ce encore un jeu ? Mais j'ai quand même l'impression que critiquer Heavy Rain pour sa volonté de s'ouvrir à un grand public, c'était surtout une façon de se valoriser et d'essayer de s'élever dans la hiérarchie des joueurs qui se prenaient pour des vrais pro-gamers. Et ça aujourd'hui ça existe plus trop j'ai l'impression. C'est admis que le jeu vidéo a plein de facettes et pas que celle de la compétitivité. Heavy Rain, il mise sur la narration et il le fait bien par rapport aux standards de l'époque. Remarquez que je parle ici de narration et pas de scénario. Souvent quand il y avait de la narration dans des gros jeux, c'était pas très quali. Les visages étaient moches, le jeu d'acteur à l'ouest, la mise en scène c'était à peine si on la considérait parce que ça n'est que du jeu vidéo. Et même si Heavy Rain il est souvent chiant à jouer et il y a des scènes franchement ridicules, faut reconnaître qu'en termes de présentation c'est très soigné. On sent la puissance de la PS3. Ça claque par rapport à ce qu'on avait avant 2010. La modélisation faciale, la motion capture, les dialogues qui savent prendre le temps de marquer des pauses pour instaurer une ambiance. Alors que le plus souvent, je vous jure, ça allait toujours à 100 à l'heure les dialogues dans les jeux, comme s'il fallait vite expédier cette partie pour revenir sur du gameplay. C'était pas naturel. Bien sûr, Heavy Rain n'est pas le premier jeu à proposer des cinématiques cinématographiques. GTA 4 et MGS4 aussi savaient dépeindre des personnages convaincants. Mais c'était pas le cœur du jeu, derrière t'avais quand même une mitrailleuse pour avancer dans l'histoire. Heavy Rain accepte et démocratise le fait qu'il n'y a pas besoin de gunfight dans un jeu vidéo qui se passe dans le présent. Même si malheureusement, c'est surtout le jeu indépendant qui va oser marcher sur ses pas. C'est pas les productions AAA qui prendraient le risque d'enlever des combats. Quand bien même, ils auraient fait des énormes progrès en termes de narration. Je pense à The Last of Us ou God of War. Bref, plein de choses fascinantes à revisiter sur cette console. Et encore plus quand on fait aussi l'effort de la remettre dans son contexte. Parce que les jeux Quantic Dream, ceux de That Game Company ou même le Wipeout HD, c'est des titres qui sont ressortis sur PS4 dans des versions définitives. Et les marketeurs sont très forts pour nous faire croire qu'après une version remastered, l'original n'a plus aucun intérêt.
Or, une fois replongé dans cette ère PS3, je vous assure qu'on s'amuse toujours beaucoup. Et parfois, même plus dès lors qu'on est sur la console originale. Un Castlevania 4, il est plus marquant avec la manette originale sur une vraie Super Nintendo avec un tube cathodique qu'en émulation sur la Switch, quand bien même il serait en HD. Et ben Heavy Rain pour moi c'est pareil. Sur PS3, tu remarques plein de choses que t'aurais pas forcément vues si tu y avais simplement joué comme un jeu PS4 classique au milieu d'autres titres PS4. Parce que quitte à jouer à la PS4, il y a plein d'autres jeux narratifs nettement plus intéressants dessus, donc pas besoin d'aller fouiller en priorité au rayon des portages PS3. Perso, je préfère prendre chaque console pour ce qu'elle a de meilleur. Et parfois, ça implique de laisser à César ce qui est à César. Laisser à la PS3 ce qui est à la PS3. Même s'il existe une version PS4 objectivement meilleure, c'est pas pour autant qu'elle aura plus de saveur. Vous avez peut-être remarqué que sur ma chaîne, je vous dis jamais likez la vidéo, abonnez-vous, mettez la cloche, mais là pour la science, je vais le faire, et je vais voir dans les stats si ça a véritablement un impact sur le succès de la vidéo et à quel point elle est recommandée à d'autres personnes. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker, s'il vous plaît.